Bonjour à tous, Franck Muller, ici Lyon, l'actualité vue par Franck Muller, et nous sommes le jeudi 15 avril, déjà. J'ouvre une toute petite parenthèse sur Véran. Rappelez-vous, Véran est toujours dans le déni. Je parle notamment des autotests. Il n'en voulait pas. D'ailleurs, c'était comme pour les masques, comme pour les tests PCR. On nie toujours la pénurie, et en disant que cela ne sert à rien, comme pour les masques, comme pour le gel, en fait, etc., etc. Et je tiens aussi à rappeler que notre ami Véran était contre, il ne voulait pas entendre parler des vaccinations dans des vaccinodromes, comme on dit, des grosses structures où on peut faire 1500 vaccinations dans le week-end, dans les palais des sports, etc., etc. Et maintenant, avec des mois de retard sur les Allemands, on a mis en place des structures identiques qui permettent de traiter un très grand volume de personnes souhaitant se faire vacciner. Alors qu'il était absolument contre. Enfin, ce qui se passe, c'est qu'on met en place des structures pouvant vacciner 1500 personnes durant le week-end, souvent avec l'aide des régions ou des municipalités, mais souvent, il n'y a pas suffisamment de vaccins. Ils arrivent, les vaccins. Ils sont en route. Voilà. Chaque semaine, on va en recevoir. On les a à peine reçus, qu'il ne faut plus s'en servir d'ailleurs, et on suspend leur utilisation. Voilà. Idem, quand certains parlaient de l'aide de l'armée pour la logistique, pour la répartition des vaccins, non, il n'y avait pas de problème. Et puis je crois que maintenant, on y est venu. Vous voyez, il y a quand même de sérieuses erreurs tactiques, des erreurs de discernement qui ont fait que quelques centaines de morts en plus ou en moins, au point où on en est. Voilà. C'est pas la peine de donner 2 millions d'euros à McKinsey par mois, bien entendu, pour s'occuper du dossier de la vaccination, si c'est pour rajouter des erreurs sur des erreurs et sur des erreurs. Bien. L'actu du jour, Evian. Bon, vous savez, il y a de l'animation qui se fait sur Twitter et on envoie des tweets et donc on dit RT si vous avez déjà bu 1 litre aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire RT retweeté. Voilà, et ça fait un volume de personnes qui repassent le message en mettant un petit commentaire et tout. Voilà. Et puis, c'était il y a 2 jours. Et il y a 2 jours, c'était le début du Ramadan. Oh mon Dieu. Et donc, l'équipe qui se charge de la communication Twitter chez Evian, désolé pour la maladresse de ce tweet qui n'appelle à aucune provocation. Voilà. C'est-à-dire que Evian, une multinationale, ça appartient à Danone, se couche devant 3 barbus qui grognent. Voilà. La marque d'eau de source Evian vient de faire polémique en présentant ses excuses après avoir fait un tweet publicitaire invitant les internautes à boire 1 litre d'eau dans la journée. Quelques comptes Twitter tenus par des militants de la cause barbue ont protesté contre cet appel lancé en plein Ramadan. Voilà. Si j'ai bien compris, pousser à s'hydrater alors que s'ouvre le même jour le Ramadan, cela serait un manque de respect pour les musulmans. Voilà. D'après certains qui sont très très virulents. Voilà. Et oui, en demandant à ses abonnés s'ils avaient bu 1 litre d'eau à la mi-journée, la marque s'est attirée les foudres des musulmans qui démarraient tout juste le Ramadan. Donc, Evian s'est couché et a présenté ses excuses. Voilà. Moi, j'attends les excuses de la viande Charal pour ses publicités en faveur du bœuf le jour du vendredi saint. Voilà. Encore une fois, chantage des minorités. Alors, je ne sais pas ce qui est le plus désolant dans cette histoire, c'est la meute des offensés suite au tweet initial, c'est-à-dire les barbus, les intégristes musulmans, ou cette pitoyable mise au point qui cède au tourbillon victimaire, toujours se courber. Non mais attendez, Evian, il y a 66 millions d'habitants. Combien y a-t-il de personnes qui font le Ramadan? 6 millions? 8 millions? Donc, nous, on n'a pas le droit à avoir de la publicité pour l'eau minérale en nous disant « Pensez bien à vous hydrater ». Non, parce que les Arabes n'ont pas le droit de boire, enfin les musulmans n'ont pas le droit de boire, donc nous, il ne faut pas qu'on boive non plus, quoi. Non mais c'est, voilà, Vous savez que dans des entreprises, vous ne pouvez pas manger du porc sur une table dans la cantine, parce qu'il y a un musulman qui va manger à l'autre table, et que c'est manquer de considération pour sa personne, et qu'il est vexé si vous osez manger du porc en sa présence. Voilà, c'est porter une atteinte
à son honneur, à ses convictions religieuses. Voilà. Vous êtes en France, vous n'avez pas le droit de manger du cochon. Voilà. C'est ça, hein, c'est ça. Idem, j'ai un collègue, sa sœur travaille en primaire, elle s'occupe des petits-enfants sur Saint-Priest, et il me dit, mais l'autre jour, ma sœur se penche, et puis sa petite chaîne avec une croix sort du corsage, du pull, vous voyez, en se baissant, en s'occupant de jeunes enfants. Primaire ou maternelle, je ne sais plus. Hein. Et le petit gamin, bien entendu, issu de l'immigration, dit « Oh, dame, t'as une croix, t'as pas le droit, c'est interdit, nanana. » Et donc la dame lui a dit bah, « Écoute, si t'es pas content, tu fais ce que tu veux. De toute façon, ta mère vient complètement voilée, elle aussi n'a pas le droit, donc voilà. » Mais pour vous dire que dès le plus jeune âge, ces gamins sont hargneux et sont élevés dans la haine de la France. Voilà. C'est surprenant. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est pas moi, j'ai pas la haine contre personne, mais tous les actes, tous les jours, vous tombez sur des gens, des personnes qui sont toujours dans la hargne. Dans la hargne. Ils sont volés par leur gouvernement et ils ont la hargne de la France qui leur donne tout, qui leur donne des allocations, des aides, des appartements, etc., etc., etc. Je le répète, qui leur donne 10 fois plus qu'ils auraient dans leur propre pays. Mais bon, voilà. Alors, je vais revenir sur ces histoires de racialisation, etc. On n'a que ça maintenant, on n'a que ça. Les descendants, ils sont tous descendants d'esclaves. Hein. Leurs parents sont arrivés, je le dis souvent, leurs parents sont arrivés, leurs grands-parents sont arrivés avec des valises, avec des sacs sur le dos, parce que dans leur pays, ils avaient peut-être l'indépendance, mais ils n'avaient rien à bouffer. Il fallait qu'ils viennent en France emmener leur force de travail éventuellement, ou leur force de reproduction pour toucher des allocations familiales. Et voilà, ils ont obtenu du travail, des allocations, des logements et tout. Et ces gens-là sont des victimes de l'État français, des méchants Français. Les Français partagent tout, donnent tout, sans que ces personnes n'aient cotisé au départ. Hein. Vous ouvrez, vous arrivez, vous avez des droits. Ben, c'est bien gentil. Moi, j'aurais qu'ils aient surtout des devoirs de cotiser dans un premier temps pour remplir les caisses. Bon. Alors, tous ces gens qui prétendent s'occuper du racisme, être, si vous voulez, les héritiers de ces courageux militants antiracistes, notamment aux États-Unis, mais ils sont tellement loin, ils sont à l'exact opposé. Comment pouvoir prétendre lutter contre le racisme? Mais en fin de compte, ce sont des séparatistes. Ils séparent, ils distinguent, ils trient les personnes en fonction de leur couleur de peau. Ils remettent la race au cœur du débat public, alors que nous, on la croyait reléguée dans les archives de l'histoire. Pour nous, on ne fait pas de distinction, si vous voulez. Vous avez dans le corps médical, vous avez dans le service commercial, vous allez dans des magasins, vous avez des vendeurs qui sont issus d'Afrique du Nord. Bon, vous ne faites même plus attention, d'accord? Eh ben non, eux, ils viennent là-dedans et remettent ça au cœur du débat. Tous les gens qui avaient pourtant limité pour la suppression de la référence à la race, dans les différentes constitutions, et ben voilà, maintenant ils croient lutter contre le racisme en ayant pour obsession la race et la couleur de l'autre. Voilà. Tu es blanc, ah oui, mais alors tu es blanc, hein, tu dois mettre un genou à terre, vous voyez ce que je veux dire? Non mais c'est quoi? Ils font fausse route. On ne lutte pas contre le racisme en se vautrant dans la vengeance raciale. Le blanc, mais qui est blanc? À partir de quand nous sommes blancs? Donc n'importe quel blanc serait déjà un bourreau, tout en étant inconscient, ou peut-être un futur bourreau. Hein. Le blanc est le dominant qui jouirait d'un fameux privilège blanc, white privilege. Ah oui, les ouvriers blancs des usines qui font les 3-8, ceux d'hier dans les mines de charbon. Hein. Les paysans qui sont au RSA, qui touchent 400 balles, hein, quand certains dans les cités en touchent le double ou le triple. Hein. Ah oui, on apprécie ce fameux privilège blanc, hein, de se crever le cul au boulot, hein, et d'être rejeté après au chômage. Voilà. Hein. Derrière ce racialisme se cache une lutte des classes qui rendrait acceptable toutes les manifestations de ségrégation, pourvu qu'elles s'exercent sur un privilégié, donc un blanc. C'est-à-dire que vous avez le droit de faire du racisme du moment où vous avez un blanc en face. Voilà, c'est dingue. Hein. En cela, ce racialisme
et un nouveau racisme venu de la gauche identitaire. Voilà. Cette gauche rejette donc l'universel et vénère la race, la religion, le genre, l'origine. Voilà. Hein. Ah, si vous êtes noir, peut-être LGBT et je ne sais trop quoi, ah, bah, c'est bon, vous avez le droit de faire n'importe qui, de critiquer n'importe... Vous voyez, mais si vous êtes blanc, oh, vous êtes un dominant et tout, même si vous êtes un pauvre type qui balaye dans la rue pour gagner 1 000 € par mois, ah, c'est le privilège blanc. Non, mais attendez, c'est bon, quoi. La France, c'est un pays de blancs au départ, on n'y peut rien, Hein. Bon. Les Gaulois, ils étaient blancs, les Celtes aussi, les Romains aussi. Attendez, excusez-moi d'être l'héritier de mes ancêtres. Enfin bon. Donc ce racialisme, déshumanisme blanc, effectivement, on est blanc, hein, on n'est pas humain, on est des saloperies qui exploitons tout le monde. Hein, voilà. Et ça ouvre donc la porte à l'intolérable, à la violence, à l'injustice. Et donc, nous, on ne souffre pas, vous voyez, parce qu'on n'a pas la bonne couleur. Donc, les blancs, ça ne souffre pas, ça n'a pas de problème. Hein, voilà. Hein. Et donc, c'est un racisme qui s'exerce au nom des dominés. Donc, il faut que les blancs se taisent, posent un genou à terre, hein, comme voilà. Voilà, on doit s'effacer, voilà. Hein. Mais ce racisme des racialistes, c'est une abomination, comme tous les racismes, puisque ça en devient du racisme anti-blanc, comme s'il y avait des blancs privilégiés. Oui, dans les notables, dans la haute bourgeoisie, dans les élites, oui, d'accord. Mais votre voisin dans un HLM, votre collègue de travail qui travaille sur la même machine, qui fait ses 3-8, en quoi il est privilégié? En quoi? Franchement. Voilà. Donc, vous vous apercevez qu'on a de plus en plus, et les entreprises emboîtent, vous voyez, Evian se couche, au lieu de dire, mais écoutez, nous, on ne tient pas compte des religions, on dit qu'il faut s'hydrater dans la journée, un point, c'est tout, basta. On n'a pas de problème avec les musulmans, mais nous, on fait notre campagne, pensez à vous hydrater, buvez plusieurs fois par jour, c'est pour la santé, un point, c'est tout. Ah ben non, parce que 10% de la population n'ont pas le droit de boire la journée pendant le ramadan, il faudrait arrêter tout. Il faudrait peut-être qu'on arrête aussi de travailler, qu'on arrête de manger pour ne pas les gêner. Et voilà, enfin bon. Voilà. Donc, vous voyez, c'est la tyrannie des minorités, toujours cette culpabilisation permanente des Blancs, toujours cette invitation à la repentance perpétuelle. On va déboulonner des statues. Hein. On n'est absolument pas dans la chronologie de l'époque. Vous voyez, il y a des grands hommes. Bon, ben, à une époque, il y avait de l'esclavage, oui, bon, ben, c'est un état de fait. Mais bon, s'il n'y avait pas des Noirs qui vendaient d'autres Noirs à des Arabes et des Arabes qui les vendaient à des Blancs pour les emmener aux États-Unis, eh ben, c'est pas les colons français qui étaient juste au bord des côtes, qui seraient allés au fin fond du Congo pour chercher des Noirs. Et puis tous les Noirs seraient mis ensemble, et puis ils auraient tué les quelques centaines de soldats français, belges ou autres. Hein. Non, non, c'est puisque, je le répète, il y a toujours eu des tribus qui se sont fait la guerre, des ethnies qui se sont fait la guerre entre eux, qu'ils avaient donc un cheptel, comme vous aviez un cheptel d'animaux, de chevaux, etc., de chèvres, et vous aviez un cheptel, un groupe d'esclaves à votre disposition, avec des femmes, bien entendu, si vous voyez ce que je veux dire, et voilà, et vous vendiez cette main-d'œuvre humaine à d'autres contre quelques affaires, quelques armes ou quelques colifichets, etc., etc. Voilà, la bimbeloterie, comme on disait à l'époque, et voilà, c'est comme ça c'est fait. C'est la nature, je veux dire, les Romains ont déporté les Gaulois, est-ce qu'on va faire un procès aux Italiens maintenant, parce qu'ils ont occupé la Gaule et qu'ils ont déporté beaucoup de tribus gauloises voilà, il faut regarder devant. Si vous commencez à regarder derrière, ça ne va pas aller. Hein. Voilà. Donc, c'est une instrumentalisation des populations dites racisées pour mettre fin à la République une et indivisible. Voilà, on va faire du communautarisme. Hein. Il va y avoir le coin des Noirs, le coin des Arabes, le coin des Français, et puis voilà. Hein. La lutte contre le racisme, c'est un combat pour la restauration de l'humanité et de la dignité de chacun. Un combat pour unir les hommes contre l'arbitraire, contre l'injustice, contre ce gouvernement qui nous prive de liberté. Voilà.
Mais ce racialisme n'est en rien une lutte contre le racisme, il est l'instauration d'un nouveau racisme qui voudrait dire que tous les Blancs sont des méchants et des exploitants, et que tous les gens qui sont légèrement de couleur, eh ben, ce sont tous des pauvres innocents. Alors, donc les prisons sont remplies d'innocents. Hein, voilà. Ah non, mais c'est la société qui a fait que j'ai fait 10 attaques à main armée, ou que j'ai voulu tuer ma compagne, ou que je tabassais mes enfants, mais c'est la faute à la société, parce que j'étais noir, ou j'étais arabe, et puis malheureusement, j'avais pas de boulot, du coup, j'étais obligé de me venger sur ma femme, voilà, hein, ou de faire des hold-up. Bon. Voilà, bon, c'est tout, mais s'il vous plaît, réagissez, hein, réagissez. Hein. Dans 2 mois, on vote, les mecs, bougez-vous, hein, vous allez vous faire manger tout cru, hein, tout cru. Hein. Puis alors, vous mettez encore un genou à terre, hein, c'est bon, je veux dire. C'est bon. Embrasser. Vous vous rappelez cet été, là, on voyait des Blancs qui embrassaient les chaussures de gros rappeurs noirs qui se la jouaient, là, et tout. Mais c'est n'importe quoi, je veux dire. Et puis en plus, on importe des problèmes des autres, je veux dire. Hormis la colonisation qui se passait en Afrique, je veux dire, on n'avait pas des esclaves dans nos plantations, des esclaves noirs. Ce sont des gens qui sont venus, ils ont été payés, parfois on leur a même payé le voyage, et on leur a donné du travail et des allocations et des logements. Ils ont pu élever leurs enfants, les emmener à l'école gratuite de la République, les faire soigner dans les hôpitaux gratuits de la République, alors que dans leur pays, il faut payer. Et même maintenant, il faut encore payer. Voilà. Donc, ça me gonfle. Bref. Allez, j'ai entendu récemment, je crois hier mon Dieu, 200 000 nouveaux cas en Inde de Covid. Ouais, 200 000. Et puis, rappelez-moi, la population, 1,4 milliard d'habitants, avec les plus grands bidonvilles du monde, l'eau courante n'existe pas, la promiscuité est énorme, l'accès aux soins est une loterie quotidienne, voire impossible. Et quand je nie pas les normes sanitaires et les problèmes de latrines, de toilettes, etc. Je ne vous dis pas tous les microbes qui peuvent se balader là-bas. Hein. Vous avez le temps de mourir d'autre chose avant de mourir du Covid. Voilà. Et hier, en France, on avait en général 43 500 cas, pour une population de 66 millions. Si nous avions la même population que l'Inde, la France aurait eu hier 922 727 cas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, quelque part, on a 4 à 5 fois plus de cas qu'en Inde. Et on va vous dire, ah, en Inde, il y a 200 000 cas. Oui, mais il y a 1,4 milliard d'habitants. Vous voyez? Mais on vous manipule, et on vous manipule, et je ne suis pas là. Regardez, en Inde, 1037 morts dans la journée. En France, 297. Ce qui veut dire que, avec le chiffre de la France appliqué à l'Inde, on devrait, pour être au même niveau que l'Inde, dont on se moque, on aurait eu 6300 morts. Je ne sais pas si vous voyez, pour vous dire qu'on a 6 fois plus de morts qu'en Inde. Voilà. Hein, si on rétablit l'échelle des valeurs. Voilà. Donc ces chiffres sont bruts, ils ne prennent en compte que la population. Si vous rajoutez les conditions insalubres, l'accès aux soins difficiles, voilà, c'est normal qu'il y ait des tas de morts. Voilà. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a des États où on vaccine énormément, et c'est bizarre, il y a de plus en plus de cas, suite aux variants, bon, je ne sais pas. Hein. Et il y a des États où on traite avec un kit, des antibiotiques, du zinc, on en a déjà parlé, même ils essayent l'ivermectine, et les chiffres sont à la baisse, voilà. Mais les médias fake news se gardent bien d'en parler, et voilà. Pour vous dire comment on peut interpréter beaucoup de choses en balançant des chiffres qui ne veulent rien dire s'ils ne sont pas rapportés à la totalité de la population. Voilà. Bon, on nous a dit qu'on allait... Là aussi, on est en train de vous faire croire qu'on va ouvrir des restaurants. Enfin bon, c'est bizarre, on vous montre encore des services surchargés et dans un même temps, on vous dit oui, les restaurateurs se préparent déjà pour dans un mois pour ouvrir. Attendez, il n'y a pas besoin de s'y prendre un mois avant pour ouvrir un restaurant. Hein. Une bonne semaine de nettoyage, c'est déjà pas mal. Et puis, enfin moi, c'est très...
Allez, je vais vous le... Ils ont passé leur temps à nous raconter des bêtises. Victor Hugo le disait, l'horizon souligne l'infini. C'est-à-dire, c'est l'entendre approuver. Je vais vous dire, la bonne définition de définition de l'horizon, c'est une ligne imaginaire qui recule au fur et à mesure que l'on s'en rapproche. C'est la même chose avec le gouvernement pour la sortie du Covid. 11 fois, l'exécutif, Macron, a évoqué le bout du tunnel et le retour des Jeux heureux depuis un an. Le Premier ministre, le ministre de la Santé, Macron ont multiplié depuis avril 2020 des déclarations, des messages d'espoir sur une sortie de la crise sanitaire. 13 avril 2020, Emmanuel Macron nous dit « Nous aurons des jours meilleurs et nous retrouverons les jours heureux. Les résultats sont là, l'espoir renaît. » 13 avril, il y a un an. Le 14 juin, nous allons retrouver pleinement la France. C'était sa 4e allocution. Nous allons pouvoir retrouver le plaisir d'être ensemble, de reprendre pleinement le travail, mais aussi de nous divertir, de nous cultiver. Le 14 juillet, il nous dit on a réussi à retrouver presque une vie normale. Voilà. Hein, on a réussi à endiguer le virus et à retrouver presque une vie normale. Se félicite le chef de l'État lors de l'interview du 14 juillet. Le 24 novembre 2020, les restaurants pourront rouvrir en janvier, dit-on. Hein, voilà. Hein. Et à partir de mi-décembre, les cinémas, théâtres et musées pourront rouvrir. Voilà. Puis, vers la fin janvier, les salles de sport et les restaurants. Vous avez vu quelque chose ouvrir, vous? Non, rien. Le 31 décembre 2020, un nouveau matin français promis pour le printemps. Regardons devant, regardons notre avenir, préparons-nous dès aujourd'hui ce printemps 2021 qui sera le début d'un nouveau matin français, nous disait Emmanuel Macron, hein, pour les vœux du Nouvel An. Le 20 janvier, on nous dit « Les jours meilleurs sont pour bientôt ». Ouais. Nous devons pour quelque temps encore mener le gigantesque effort collectif entamé il y a presque un an, déclare Olivier Véran aux députés. Le 25 février, on nous dit un retour à la vie plus normale dans les prochains mois. Voilà, Jean Castex évoque des premiers motifs d'espoir nous permettant d'envisager dans les prochains mois un retour à la vie normale. Tenez encore 4 à 6 semaines. C'était le 25 février. Les 6 semaines, ça fait longtemps qu'elles sont passées. Hein, voilà. 11 mars. On commence à voir le bout du tunnel au printemps. Voilà. Hein, il n'y a pas de raison qu'on n'atteigne pas nos cibles sur les vaccins et qu'on ne voit pas le bout du tunnel au printemps, confie le Premier ministre. Le 20 mars, à l'automne prochain, une fois la population totalement vaccinée, si on ne voit pas revenir de vagues épidémiques, je pense qu'on pourra confiner le Covid dans les livres d'histoire et refaire la fête. Ouais, le 31 mars, on va pouvoir rouvrir le pays à partir de la mi-mai. Voilà. Hein, les marchands d'espoir ont-ils encore quelque chose à nous raconter? Voilà. Hein. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il nous disait? Il demande un effort ultime aux Français. Avril sera donc un mois de restriction avec une nouvelle fermeture de tous les établissements scolaires, la limitation des déplacements dans toute la France et l'ouverture de nouvelles places en réanimation avant de retrouver cette culture qui nous a tant manqué, cet art de vivre à la française, les restaurants, les cafés que nous aimons tant. 31 mars. Au violon. Voilà. Hein, et par contre, vous écoutez Bruno Le Maire il y a 2-3 jours. Pour la réouverture des bars et des restaurants, Bruno Le Maire ne donne pas de calendrier. Voilà. Donc, existe encore-t-il en France un seul crétin pour feindre de voir que nous sommes menés en bateau depuis le début? Voilà. Ce n'est qu'un vaste enfumage pour bâillonner et enfermer le citoyen. Voilà. Macron, l'enjôleur, est en fait Macron, l'enjôleur pour geôle de prison. Vous avez saisi? Voilà. Mon Dieu. Mais je répète qu'à un moment, même Victor Hugo l'avait dit, puisque je parlais de Victor Hugo au début en expliquant que l'horizon souligne l'infini, à un moment, Victor Hugo a dit il vient une heure où protester ne suffit plus. Après la philosophie, il faut l'action. Et j'ose espérer qu'une fois libérés, les Gaulois, les Gilets jaunes, les autres, tout le monde, eh ben, j'espère qu'ils vont agir. Et déjà dans le prochain bureau de vote, puisqu'on va pouvoir voter. Voilà. Hein, donc, je répète. L'horizon, une ligne imaginaire qui recule au fur et à mesure que l'on s'en rapproche. C'est exactement comme les promesses de Macron. Voilà. Je vous laisse méditer sur ces paroles un petit peu philosophiques, mais qui sont très très adaptées à la situation que nous vivons.
Je vous dis à très très bientôt, peut-être dans le week-end, on verra. Et en tous les cas, partagez, mettez des commentaires, des suggestions, surtout partagez, likez. Et voilà, on est d'accord? Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Je vous salue. Je vous embrasse. À bientôt.